Il est 13h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. 4 écoles, 2 écoles primaires et 2 écoles maternelles inaugurées par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo. Des infrastructures scolaires qui devraient permettre de répondre de façon efficace aux besoins en infrastructures d'éducation scolaire des populations de cette commune. L'UNESCO célèbre ce 21 novembre la journée mondiale de la télévision proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 pour encourager des échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. La Côte d'Ivoire adhère à ces principes édictés par l'institution. À suivre dans cette édition le message du gouvernement à l'occasion. Présidentielle au Burkina Faso. Demain, dimanche, les électeurs appelés aux urnes, 13 candidats en liste, 10 660 observateurs nationaux et internationaux déployés sur le terrain. Nos envoyés spéciaux sur le terrain nous disent que ce scrutin suscite engouement et espoir chez les jeunes. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Les messages de félicitations de chefs d'État s'enchaînent depuis l'annonce de la victoire du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre dernier. Paul Kagame, le président du Rwanda, félicite le président Ouattara pour sa victoire à la présidentielle du 31 octobre à Boussanogo. À l'occasion de la réélection à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire de son Excellence M. Alassane Ouattara, recevez nos vives et fraternelles félicitations. Nous sommes certains que les années à venir conforteront les excellentes relations qui unissent déjà nos deux pays et nos deux peuples et nous offriront de nouvelles opportunités permettant de concrétiser nos aspirations africaines profondes de stabilité, de croissance partagée et d'intégration. Veuillez accepter nos vœux de prospérité et pleine réussite dans l'accomplissement du nouveau mandat de son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Et à ces félicitations s'ajoutent ceux du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il dit, et je cite, « J'ai le plaisir d'adresser à votre Excellence mes vives félicitations et mes meilleurs vœux à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire. En vous confiant cette haute responsabilité, le peuple ivoirien vient de vous manifester sa totale confiance en votre puissance de le guider vers davantage de développement et de prospérité. Je suis persuadé que votre élection pour un nouveau mandat vous permettra de poursuivre vos réalisations sur la voie du progrès afin de servir votre pays frère. » Et puis, le président Alassane Ouattara, félicité également par le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, qui dit, et je cite, « Votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays frère me donne l'agréable opportunité de vous adresser mes très chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de bonheur et de bonne santé. Je vous adresse également mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission pour plus de paix, de stabilité et de progrès dans votre pays frère. » Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, met l'accent sur la mise à disposition d'infrastructures scolaires. Hier, vendredi, il a procédé à l'inauguration de 2 écoles primaires et de 2 écoles maternelles dans le quartier d'Abobo à Keïkwa. Ces 4 établissements permettront d'accueillir plus de 700 élèves selon les chiffres mis à disposition. Avec ces écoles, le maire entend contribuer à l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Témoin de cette cérémonie d'inauguration pour RTI 1, Issa Chonaye. Bain de foule pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, à l'école primaire publique à Keïkwa. Il est là, il est parmi nous. Ces élèves et parents manifestent ainsi leur choix et témoignent leur reconnaissance au premier magistrat de leur commune pour la construction de 4 écoles, 2 pour le primaire et 2 pour la maternelle. Des constructions pour désengorger l'effectif dans les classes et favoriser la transmission du savoir par les enseignants. Ce bâtiment de R+1 qui comporte 6 classes, 2 bureaux, une bibliothèque. Et les 2 autres bâtiments que vous avez sont les 2 autres classes d'école primaire. L'école primaire a en plus 2 blocs sanitaires. Nous avons un ici, nous avons un autre de l'autre côté. Derrière ce bâtiment de R+1, vous avez l'école maternelle du groupe scolaire à Keïkwa. Ce groupe où nous nous trouvons, la première école avait des effectifs au-delà de 100 élèves par classe, avec la double vacation à tous les niveaux. Avec la construction de la 2e école et de ce que nous inaugurons aujourd'hui, les effectifs tombent autour de 50 par classe.
ce qui est remarquable et améliore véritablement les conditions d'apprentissage et de travail de nos collaborateurs et de nos enfants. Ahmed Bakayoko a choisi ce vendredi, jour de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, pour inaugurer ces 4 établissements. Une manière pour lui de témoigner son intérêt à l'éducation des élèves de sa commune. Je voudrais traduire notre gratitude au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui nous a permis de faire cet investissement important. En tout cas, je suis heureux pour les enfants. Je souhaite que le personnel enseignant puisse en faire bon usage en matière d'investissement pour le développement du capital humain, c'est-à-dire investir dans l'éducation et dans la santé pour que chacun de ces enfants soit une chance pour sa famille. La construction de ces 4 écoles a coûté plus de 200 millions de francs CFA au conseil municipal d'Abobo. Plus de 700 élèves de la commune d'Abobo auront la chance d'acquérir le savoir dans ces 4 écoles. Après l'inauguration de ces écoles, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a fait la prière de vendredi à la mosquée Iklas au quartier Belleville à Abobo. Et le monde entier a célébré hier 20 novembre la journée mondiale de l'enfance et à cette occasion, vous avez pu l'observer, les enfants se sont mis dans la peau de ministres, de journalistes, de directeurs généraux ou autres fonctions l'instant de quelques instants. Eh bien, à Radio Côte d'Ivoire, la mère de toutes les radios en Côte d'Ivoire, les enfants ont également pris les commandes des studios de la radio. L'entreprise de médias publics s'est engagée à donner la parole aux enfants afin de sensibiliser les populations sur le respect de leurs droits et de leur bien-être, surtout en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. À cette année, la Journée mondiale de l'enfance marque également le 31e anniversaire de l'adoption de la déclaration de la Convention relative aux droits de l'enfant. Jean-Marc Djadji. Commune du Plateau, siège de la Radio Nationale. Il est 9h. Comme à l'accoutumée, les journalistes et chefs de département doivent se parler pour décider du traitement de l'actualité et du fonctionnement des services. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui prennent les commandes de la conférence de rédaction. Bonjour mesdames les chefs de service et messieurs les chefs de département. Nous allons tout de suite démarrer cette réunion. La réunion va s'achever. Madame la directrice, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfance. Alors, je vous invite à respecter les droits de nos enfants pour que nous puissions exiger d'eux de remplir leurs devoirs. Radio Côte d'Ivoire célèbre à travers cette action la Journée mondiale de l'enfance. La chaîne nationale veut sensibiliser le public sur le respect des droits des enfants et démontrer sa solidarité envers les enfants les plus vulnérables en les laissant prendre les rênes de la radio. Le message que je peux lancer aux parents et aux enfants, aux parents tout d'abord, c'est de respecter le droit des enfants car les enfants ont les mêmes droits que les adultes. Eux, aux enfants, c'est de respecter leurs parents car cela fait partie de leurs devoirs quotidiens. Nos enfants ont des devoirs comme ils ont des droits. Mais nous devons assurer ces droits parce qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer eux-mêmes ces droits. C'est les parents, c'est la population, c'est tout le monde. Pour la commémoration de la Journée internationale des droits des enfants, Radio Côte d'Ivoire s'engage dans une belle ambiance à réinventer un monde meilleur pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et le ministre de la Communication des Médias, Sidi Timoko Touré, qui au nom du gouvernement et à la faveur de la 24e journée mondiale de la télévision célébrée ce jour, réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une politique nationale plus accrue et exprimée par exemple à travers le déploiement de la TNT. La Côte d'Ivoire, à travers ce média qu'est la télévision, adhère aux principes édictés par l'institution de cette journée par l'UNESCO le 21 novembre 1996, qui s'articule pour les programmes télé autour de la promotion de la paix, la sécurité, le développement socio-économique et l'amélioration de l'échange culturel. La déclaration officielle a été faite au cabinet du ministre Sidi Timoko Touré en présence de notre reporter Franck Quadio. Tous les 21 novembre depuis 1996, le monde célèbre la Journée mondiale de la télévision. L'UNESCO, à l'initiative de cette commémoration, entend ainsi, par le canal du petit écran, promouvoir, entre autres, la paix, la sécurité et l'échange culturel. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce monde ouvert et sans frontières, dans cet univers hyper connecté où l'information circule d'un bout à l'autre du globe à la vitesse de la lumière et du son,
Les diffuseurs et acteurs de la télévision se doivent de faire d'elle le socle de la cohabitation pacifique entre les communautés, entre les peuples, entre les nations. Et la Côte d'Ivoire n'y déroge pas. C'est même une vision pour le gouvernement. Le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour les 5 prochaines années, prend appui sur son premier pilier, bâti sur la paix, la sécurité et la cohésion. Je voudrais inviter les médias en général et particulièrement la télévision à porter ce rêve de paix, de sécurité, de cohésion pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. Mais la télévision n'est pas isolée. Dans l'accomplissement de cette mission, elle est accompagnée par l'État. Pour le gouvernement ivoirien, la commémoration de cette journée permet de revenir sur l'engagement de l'État à assurer l'accès des téléspectateurs à des contenus diversifiés et riches. La libéralisation de l'espace télévisuel est pour nous l'affirmation de cette assurance. En guise d'illustration, la production nationale. Sur le plan technique, le déploiement de la TNT a atteint un taux de couverture des populations de 75%, avec l'aménagement achevé de 30 sites de diffusion sur 35, ce qui garantit un accès libre et de qualité à 7 chaînes de télévision, dont 3 du service public et 4 du secteur privé commercial. Et le ministre de la Communication et des Médias d'inviter, dans le contexte de cette journée mondiale de la télévision, les médias de toute tendance à l'équilibre et à l'impartialité, ce qui contribuerait à la consolidation d'une paix durable. Au-delà de l'appel, c'est selon l'autorité de tutelle un engagement pour tous. Et puis sachez que du côté de l'Assemblée nationale, poursuivant l'examen du projet de loi de finances 2021, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont adopté hier vendredi après-midi les budgets de 8 ministères, projet de budget présenté par les titulaires de ces portefeuilles ministériels dans le cadre global du deuxième exercice du budget programme entré en vigueur en Côte d'Ivoire depuis janvier 2020. Le reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Il faut donc rester vigilant, mesdames et messieurs, parce que la Covid-19 reste toujours présente en Côte d'Ivoire. Et le dernier point fait par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la Covid-19 fait état de 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 1105 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 20 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 099 cas confirmés, dont 20 748 personnes guéries, 129 décès et 222 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 208 426. Le prochain point concernant l'évolution de cette maladie en début de soirée. Et toujours en rapport avec cette actualité, sachez que c'est sous la présidence de l'Arabie Saoudite à Riyad que s'ouvre un sommet virtuel du G20 ce samedi 21 novembre au milieu d'appels internationaux des financements de ce forum nécessaire pour juguler la pandémie de nouveau. Donc le coronavirus et ses conséquences économiques dévastatrices, bien que virtuel, c'est la première fois qu'un pays arabe accueille un sommet avec des représentants des principaux pays riches et émergents. Et on change de registre pour parler cette fois-ci des acteurs du secteur des ressources animales et halieutiques qui ont eux aussi été impactés par la crise sanitaire liée au coronavirus. Dans son plan de soutien, le gouvernement a décidé d'aider ces acteurs. Le ministre Moussa Dosso a procédé à la remise de chèques aux acteurs des secteurs des ressources animales et halieutiques. Ils ont également reçu des équipements de travail. Coût global, plus de 11 milliards de francs CFA. Le reportage de Konaté Moussa. Des chèques remis aux acteurs des filières des ressources animales et halieutiques. C'est le soutien du gouvernement pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur leurs activités. Quand je prends l'exemple par rapport à la pêche, nos embarcations qui prennent près de 12 à 15 personnes, on est limité à 8 personnes pendant la pêche. Donc naturellement, la production elle est réduite automatiquement. Et quand la production elle est réduite, ça a une conséquence énorme sur le marché. Nous venons de recevoir ces dons qui vont permettre de relancer nos différentes activités. Ça n'a pas été facile, elle a été vraiment très difficile. L'État de Côte d'Ivoire, aux côtés des acteurs des filières des ressources animales et halieutiques,
L'action s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence d'appui au secteur agricole PURGA. Le PURGA touche 7 filières agricoles d'exportation, 5 filières de production alimentaire végétale, 3 filières des ressources animales, 2 filières des ressources halieutiques et un appui à la mise en place des produits vivriers pour un montant total de 95 milliards 770 millions de francs CFA. Pour la relance des activités des filières des ressources animales et halieutiques, c'est une dotation de 11,24 milliards de francs CFA. La dotation globale des filières de ressources animales et halieutiques est répartie comme suite. Pour la filière avicole, c'est 10 milliards 170 millions. La filière porcine, 300 millions de francs CFA. La filière aquacole, 300 millions de francs CFA. La filière pêche artisanale, 400 millions de francs CFA. La filière des élevages en développement, 70 millions de francs CFA. En plus des chèques, les acteurs des filières des ressources animales et halieutiques reçoivent du matériel de travail, des produits d'élevage et des produits de désinfection. Et sachez de même que la Côte d'Ivoire reste toujours engagée dans la lutte contre le paludisme. Un atelier a été organisé par le Programme national de lutte contre cette maladie en vue de la validation d'un plan stratégique national de communication pour le changement social et de comportement. Cette rencontre vise à lutter efficacement contre le paludisme à travers une meilleure implication des populations. C'est ce que nous confirme Astou Touré. Le paludisme sévit de façon endémique en Côte d'Ivoire. Son incidence est de 191 pour 1000 dans la population générale et de 597 pour 1000 chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pour atteindre l'objectif de son élimination en Côte d'Ivoire d'ici 2030 que le ministère de la Santé et ses partenaires se penchent sur le plan stratégique national 2020-2025. Le médicament est disponible partout en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les hameaux. On a même des ASC, des agents de santé communautaire, qui sont les enfants de moins de 5 ans, dans les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé, pour dire que nous sommes partout. Mais cela ne suffit pas, parce que nous sommes rendus compte que les moustiquaires que nous distribuons gratuitement, les moustiquaires ne sont pas utilisés par toute la population. Et toute la population ne comprend pas encore tout ce que nous faisons, parce que nous communiquons pour avoir un changement de comportement. Et les enquêtes nous ont permis de savoir que la communication qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui a besoin d'être améliorée. La population est donc appelée à s'approprier les outils de communication qui seront élaborés au cours de cet atelier de validation du plan stratégique national de communication pour le changement social et de comportement en matière de lutte contre le paludisme. Nous sommes autour de 85% de la population qui connaît parfaitement le paludisme, le mode de transmission, les moyens de lutte. Mais il faut faire un pas. Connaître, oui. Si tu connais maintenant, il faut adopter le comportement qui permet de lutter efficacement contre le paludisme. C'est-à-dire quoi? La moustiquaire te permet de te protéger contre les piqûres de moustiques. Donc il faut dormir sous la moustiquaire chaque nuit. Nous avons accompagné le programme national de lutte contre le palu depuis le début par rapport à cet atelier-là. Et là, nous sommes à la dernière étape. Nous assurons notre disponibilité à accompagner le programme national de lutte contre le palu après l'élaboration et la validation de ce document à sa mise en œuvre effective pour le changement réel des comportements et des normes au niveau de la Côte d'Ivoire. Les spécialistes de la lutte contre le paludisme et leurs partenaires ont donc 3 jours de travaux assidus pour dégager le point d'ancrage de ce plan stratégique qui servira de document cadre pour l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire d'ici à 2030. L'actualité, c'est également cette remise de la charte des éco-gestes au ministre de l'Environnement et du Développement durable par la Commission nationale de développement durable. Ce qu'il convient de savoir au sujet de cette charte, c'est que cette charte d'éco-gestes prend en compte plusieurs thématiques, notamment le gaspillage, la gestion durable de l'eau et des déchets. Les précisions de Grace Kando. Joseph Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable, reçoit la charte des éco-gestes des mains de la Commission nationale de développement durable. Cette charte prend en compte 6 grandes thématiques, notamment la gestion durable de l'énergie, de l'eau, du papier et des consommables informatiques. Très souvent, nous avons des coupures d'électricité. L'électricité qui est produite peut ne pas suffire pour la population. Alors si chacun consomme juste la part qui lui revient, sans gaspillage, sans excès, cela permettra à un plus grand nombre de personnes de pouvoir accéder donc à ce service qui est vital.
Prenons le cas de l'eau. Les dames, très souvent, sont obligées de se réveiller très tôt, à 3 h du matin, pour aller chercher de l'eau dans un robinet quelque part. Mais pourquoi? L'eau est une ressource vitale, mais c'est une ressource commune. Alors, ce n'est pas parce que mon portefeuille est lourd que je dois me permettre de gaspiller l'eau. En gaspillant l'eau, j'empêche mon voisin ou quelqu'un quelque part dans le monde ou au pays ou dans la région ou dans la ville d'accéder à cette eau qui est vitale. Le ministre Joseph Seka Seka est revenu sur quelques avantages découlant de ces éco-gestes. En étayant les lumières, les ordinateurs et les imprimantes du bureau, tous les soirs, vous augmentez leur durée de vie. Vous contribuez aussi à faire des économies d'énergie, des ressources financières et surtout à réduire la pression sur les ressources naturelles utilisées pour leur production et les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la promotion du développement durable. Au regard de ces retombées, le ministre Joseph Seka Seka invite ses collaborateurs à être des modèles pour les autres départements ministériels. À ce jour, 60 comités de développement durable issus de plusieurs entités ont été installés. Deuxième édition de la journée de l'entrepreneuriat féminin initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Une journée qui vise à encourager les femmes à créer des activités génératrices de revenus et à emmener certaines femmes à s'inspirer de modèles de réussite. La première dame Dominique Ouattara était représentée à cette cérémonie par la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Le reportage de Francis Boifo. Promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Les femmes font le point des acquis à l'occasion de la journée dédiée aux femmes entrepreneurs. Depuis ces 10 dernières années, il y a une explosion des coopératives féminines. Nous avons des fédérations qui se créent autour de ces coopératives. Dans une fédération, nous pouvons noter plus d'une centaine d'associations, de groupements. Que ce soit au niveau du secteur privé, dans les différentes commissions, il y a eu des commissions entrepreneuriat féminin, il y a eu des concours où il fallait mettre un prix entrepreneuriat féminin. Et il y a même eu des fonds spécifiques qui ont été mis en place pour accompagner l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin reste une priorité pour le gouvernement. Il entend multiplier les actions. On peut citer la poursuite et le renforcement du partenariat avec le secteur bancaire pour 15 milliards de francs CFA en vue du renforcement des capacités financières des PME dirigées par des femmes dans les secteurs prioritaires, l'augmentation du fonds alloué au FAFSI, la scolarisation systématique des jeunes filles et l'alphabétisation des moins jeunes, l'augmentation des bourses d'excellence, l'augmentation du nombre de maisons digitales dédiées aux femmes. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes représentait la première dame, Dominique Ouattara, à cette cérémonie. Elle invite les femmes à souscrire au microcrédit du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Doté d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA, le montant du FAFSI est de 12 milliards cette année. À ce jour, ce sont plus de 250 000 femmes qui ont bénéficié de l'appui de ce fonds pour la création de l'activité économique. Je voudrais adresser, au nom de toutes ces femmes, nos sincères remerciements au président de la République et à son gouvernement pour les efforts consentis afin d'honorer leur engagement pour la mobilisation effective des ressources. Cette rencontre, une opportunité pour les femmes de s'inspirer des modèles de réussite en affaires. Elles ont eu droit à des enseignements à travers des panels. Un reportage signé Francis Boifo. Et puis la ville de Bouaké aura bientôt un hôtel de ville flambant neuf. Cela grâce à un financement de la Banque mondiale à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA. Communément appelé Palais du Carnaval. Les travaux avancent. Visite guidée avec Gader Sogodogo. Voici le Palais du Carnaval il y a seulement quelques mois. Aujourd'hui, il présente un tout autre visage. Il est revenu à sa vision première, l'hôtel de ville de Bouaké. Démarré en 1970, les travaux seront arrêtés en 1974 avant de repartir de plus belle en 2020, soit 46 ans après. Il sera le meilleur pour Bouaké.
C'est un bâtiment régalien, hein, c'est l'hôtel de ville. C'est dans ce bâtiment que le maire va pouvoir exercer sa fonction de maire. C'est la raison principale qui a poussé la Banque mondiale à accepter de nous financer, puisque la Banque mondiale veut faire de Bouaké un pôle de développement. Les travaux englobent deux volets importants, la construction et la technique, et les choses avancent. Tout ce qui est maçonnerie ou autre là, on a presque terminé. On est en train de faire les enduits extérieurs et l'enduit intérieur. Là, vous voyez sur la façade principale, à l'entrée, on est en train de faire l'enduit pour un peu finaliser ce qui est le gros œuvre. Nous faisons l'électricité, puis tel que vous voyez les tirages de choses, tubes orange, les tirages de câbles et puis la climatisation aussi. Avec une centaine de bureaux, l'hôtel de ville, tout en abritant les services municipaux, va s'ouvrir à d'autres entités qui comptent dans le développement de Bouaké. Le rez-de-chaussée est attribué à deux entreprises qui sont le CPC et l'agence Côte d'Ivoire PME. Et le deuxième étage où nous sommes est consacré au centre des affaires. C'est-à-dire qu'il y aura des bureaux qui sont mis à la disposition des opérateurs économiques qui pourront être loués. Il y a une très belle salle de spectacle, l'ancienne salle qu'on appelait Carnaval, la salle Carnaval, va être aménagée et nous souhaitons pouvoir l'aménager de façon à la moduler en fonction du nombre de spectateurs. Les travaux sont suivis et contrôlés. Tout se passe bien sous notre supervision justement, on est là pour ça. Vous veillez à ce que les marchés soient exécutés de façon conforme aux dispositions que prévoit le marché. 2,5 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, PUDICAS, un projet de la Banque mondiale. L'hôtel de ville de Bouaké sera livré dans 10 mois. Élection au Burkina Faso. Les Burkinabés seront appelés aux urnes demain dimanche pour des élections couplées présidentielles et législatives. La campagne, elle, s'est terminée hier vendredi dans la soirée. Et selon la CENI, 10 660 observateurs nationaux et internationaux seront déployés sur le terrain, dont les 3 800 observateurs de la CEDEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, qui rassemble 19 organisations de cette société civile burkinabé. Un scrutin qui suscite engouement et espoir chez les jeunes. Depuis Ouagadougou, Sidonie Davila et Keria Dama. Durant ces 3 semaines de campagne, les 13 candidats à la présidentielle du Burkina Faso ont fait des jeunes une de leurs cibles prioritaires. L'éducation, l'emploi des jeunes figurent en bonne place dans les programmes. Mais les jeunes sont-ils intéressés par ce scrutin? Pour le savoir, rendons-nous sur le campus de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Voter, c'est un devoir pour moi, puisque c'est dans ça que je pourrais choisir l'homme de la solution, quoi. En tout cas, je suis vraiment très heureuse parce que c'est ma première fois de voter. Je viens tout juste d'avoir mes 18 ans. Je suis contente parce qu'avec ces votes-là, on pourra choisir le candidat qui va vraiment répondre à nos attentes. Voilà, parce qu'ici à l'université, on a vraiment beaucoup de problèmes. Donc, on fera en sorte de prendre le candidat qui pourra gérer tout et tout, voilà, pour que le pays puisse aller de l'avant. Lankwande Diadagdou et ses amis, tous en lettres modernes, observent une courte pause avant d'aller affronter leur épreuve d'anglais. Nous profitons de ce moment pour échanger avec eux. C'est un sentiment de curiosité en tant que tel, comme c'est la première fois de voter. Nous souhaitons pour ces élections la transparence et une forte mobilisation de la jeunesse pour changer les problèmes que nous vivons et que nos conditions de vie aussi soient améliorées. Estelle Ilboudo, contrairement aux autres, a un sentiment plutôt mitigé sur son droit de vote. C'est en quelque sorte une joie parce que je vais participer ma première fois, donc ça fait quand même de la joie, mais bon, pas trop de joie parce que vu les circonstances autour des élections et tout, vu ce que le Burkina a eu à endurer, je ne suis pas trop excitée à l'idée de voter, quoi. Pour de nombreux étudiants, leurs préoccupations liées pour l'essentiel à l'amélioration de leurs conditions d'études devront être prises en compte par le président élu.
ce qui les motive davantage à prendre part au scrutin. J'ai ma carte d'électeur à Chapuis, donc je dois rentrer là-bas pour voter. L'âge passe, voilà, on n'avance pas. Et puis il y a l'organisation des concours aussi, le nombre est réduit. Et moi j'attends à ce que voilà, le président que je vais choisir puisse redresser l'insécurité et autres choses. Voilà, tel que le retard qui sévit au niveau du campus, voilà, et dans les autres universités privées. Les jeunes représentent 52% de l'électorat burkinabé sur les 6 492 026 électeurs inscrits sur la liste électorale pour ce double scrutin. Très courtisés par les candidats au cours des campagnes électorales, ces jeunes savent que leur voix compte, d'où leur engouement pour le vote de ce dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.